Bonjour et bienvenue dans Objectif Santé au Travail, l'émission de Malakoff Humanis qui s'intéresse aux nouveaux enjeux de santé au travail. Alors, coworking, flex office, healthy building, il y a beaucoup de termes anglais. Qu'est-ce que c'est qu'un espace de travail bon pour la santé? Entre le bureau où il y a les collègues, le bureau à la maison, et puis le bureau qu'on va s'inventer dans un café, dans un espace de coworking, dans ce qu'on appelle un tiers-lieu, quelle est la meilleure posture, quel est le meilleur aménagement, quelle est la meilleure couleur de la peinture pour se sentir bien au boulot et surtout pas y perdre sa santé? On va poser la question à nos invités tout de suite. Quel lien entre la santé des salariés et les nouveaux espaces de travail? On en parle aujourd'hui dans Objectif Santé au Travail et on en parle avec mes invités. Je vais commencer avec vous, Camille Rabineau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice de Comme on travaille, consultante nouveaux espaces de travail et experte le Lab by Welcome to the Jungle. C'est ça. On est également avec Loïc Mignotte, il est PDG d'Activium Group et président de la Fédération des entreprises de bureaux et du numérique. C'est bien ça, j'ai réussi à m'en souvenir. Et puis enfin Nathalie Mathieu, président et cofondateur de Néonomade, première plateforme de coworking et d'immobilier flexible. Bonjour. Merci d'être avec nous à tous les trois. Pour que vous fassiez connaissance avec mes trois invités, je leur ai demandé de nous parler très brièvement de leur bureau, de l'endroit où ils bossent et de nous dire si cet endroit leur fait du bien. Je commence avec vous, Camille. Oui. Où est-ce que vous travaillez et en quoi votre bureau fait de vous un cordonnier bien chaussé par rapport à notre sujet d'aujourd'hui? Oui, alors comme beaucoup d'actifs, moi j'ai désormais 2 bureaux. Un chez moi, voilà, j'essaie de m'aménager un petit cocon dans ma chambre, voilà, j'ai pas pu faire autrement, mais voilà, avec du matériel de bureau que j'aime bien, des fleurs, et puis le bureau où je retrouve mon équipe, qui est un bureau partagé avec des architectes, voilà, on est installé dans le cœur de Paris, derrière une belle verrière d'atelier, donc le cocon à la maison et la ruche avec l'équipe. C'est pas mal ça, le cocon à la maison, la ruche avec l'équipe. Je continue avec vous, Loïc. Vous, votre bureau chéri, en quoi il vous fait du bien? Alors on a l'avantage, nous, d'être un cordonnier particulièrement bien chaussé, puisque la Fédération Eben communiquait depuis des années sur le bureau de demain. Et puis elle était dans les bureaux d'avant-hier. Et on a profité de l'époque, de la période Covid, pour faire une remise à zéro complète de nos espaces de travail. Et on a interrogé les partenaires de la fédération qui sont des fabricants de mobilier de bureau ou des fabricants de technologie, qui nous ont fourni probablement aujourd'hui tout ce qu'il y a de meilleur. Donc on a à la Fédération Eben un espace de travail qui est particulièrement à la page et qui fait du bien, effectivement. Bon. Vous, Nathanaël, vous qui êtes un spécialiste du coworking, vous avez votre bureau ou vous n'êtes qu'un nomade qui n'a pas de chez lui? Alors je suis un pur nomade, mais j'ai des milliers de bureaux, donc c'est bon côté. Après, j'ai comme beaucoup de Français profité du confinement pour transformer une pièce et l'adapter avec un bureau bien équipé. Et puis, je profite le reste du temps pour aller dans des espaces de coworking. Et on a quand même un camp de base à Paris où l'équipe se rejoint régulièrement toutes les semaines et où tous les salariés qui sont restés en Ile-de-France, puisque moi maintenant j'habite à Nantes, peuvent aller travailler quand ils le souhaitent. Bon, je vais vous donner un chiffre, tiens. 87% des télétravailleurs qui bénéficient d'un bureau dédié au télétravail pensent que le travail hybride améliore leur bien-être et leur santé. C'est un chiffre du comptoir Malakoff Humanis de la nouvelle entreprise. Quel lien vous faites, Nathanaël, entre la santé et l'espace de travail? Si on rebondit justement sur le sujet du télétravail, ce qui s'est passé sur ces 2 dernières années, on s'en est aperçu, il y a une étude du ministère du Travail qui montrait que pendant le confinement, il y avait près de 4 télétravailleurs sur 10 qui se sentaient isolés. Donc évidemment, dans une situation de télétravail particulier, subie en période de crise, il y a eu un sentiment d'isolement, il y a eu certains stress chez certains, et on a eu tendance assez vite à faire le lien entre cet isolement qui peut être source de problèmes de santé psychologique, physiologique. On a tendance à dire que le télétravail a lié télétravail et isolement. Sauf que la réalité, c'est qu'avant cette crise, on avait déjà des salariés qui se sentaient isolés,
également au bureau. Et donc, il y a vraiment un sujet aujourd'hui de se dire, en fait, télétravail ne rime pas uniquement avec isolement d'un point de vue santé, il y a aussi des vrais atouts. Les vrais atouts, c'est quoi? C'est qu'il y a moins de transport, donc moins de problématiques de transport. Il ne faut pas oublier qu'il y a 38% des accidents aujourd'hui du travail, des accidents de transport qui sont sur des trajets domicile-travail. Ou des trajets professionnels. Donc il y a un vrai sujet autour de tous les accidents qu'on évite. Et puis il y a une vraie qualité de vie aussi au travail. Donc il faut arriver à trouver cet équilibre que nous apporte le télétravail et ne pas le sombrer. coworking d'une certaine façon. Et Parce que le évidemment, coworking, c'est la présence des autres. Exactement, le coworking, c'est un peu le meilleur des deux mondes finalement. Ouais, enfin vous êtes vraiment un avocat du coworking, Nathalie. Loïc, vous, quel est le lien assez étroit que vous faites entre l'espace de travail, l'environnement de travail et la santé? Alors, l'espace de travail, d'ailleurs, qu'il soit à la maison ou qu'il soit au bureau, il y a des tas de solutions aujourd'hui, de technologies, d'ergonomie, qui font qu'on peut améliorer la santé au travail du salarié. On peut donner des tas d'exemples. L'abandon du multi-écran pour passer à des grands écrans curved, ce qui à l'évidence, apporte un confort visuel. Le fait d'avoir des casques qui permettent aujourd'hui d'avoir une qualité de conversation et de s'isoler du bruit extérieur, les bureaux assis debout, les fauteuils de travail ergonomiques, etc., etc. Dans de très nombreux cas, effectivement, on peut avoir une démarche active et positive d'amélioration de la santé au travail. Quand on a préparé cette émission, Loïc, vous m'avez dit il y a de tas de solutions pour rendre le bureau désirable. Un bureau désirable, ça pourrait être le titre d'un film d'ailleurs, un bureau nommé Désir, que ce soit un bureau à la maison ou entre la maison et le bureau avec les collègues. On va se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un bureau désirable? Autrement dit, qu'est-ce qu'un bureau bon pour la santé? Ou mieux, qu'est-ce qu'un healthy building? Allez. Qu'est-ce qu'un bureau bon pour la santé? On en parle dans Objectif Santé au Travail. Si vous nous rejoignez, évidemment, vous pouvez poser des questions à travers le forum de l'émission. Je les reçois sur mon téléphone et nos invités y répondent. On se posait cette question, oui, qu'est-ce que c'est qu'un healthy building? Qu'est-ce que c'est qu'un bureau désirable? Toujours avec en tête cet objectif de la santé au travail. Camille, c'est vous qui m'avez parlé du healthy building pour la première fois. Moi, j'ai une fille qui mange healthy, elle est obsédée par la bouffe healthy. Vous m'avez parlé du healthy building. Qu'est-ce que c'est qu'un healthy building? Oui, alors peut-être je vais revenir d'abord sur le sujet désirable, parce que ce qui est sûr, c'est qu'avec le télétravail massif, il y a un vrai enjeu à ce que les salariés reviennent pour une bonne raison, c'est-à-dire qu'ils ressentent une véritable valeur ajoutée à venir au bureau. Et ça commence, en plus de tous les exemples que donnait mon collègue, par en fait un environnement qui est conçu pour le travail, qui est fait pour le travail et toutes les activités qui s'y déroulent. Moi, j'ai mené tout un tas d'entretiens avec des salariés justement sur ce sujet récemment dans le cadre d'une étude et on voit bien que ce n'est pas naturel de faire du chez-soi un lieu de travail. De nouvelles problématiques apparaissent, voilà, trouver le bon fond pour ces visios, se répartir les pièces avec le conjoint, les enfants, s'aménager un espace qui soit à la fois fonctionnel mais en même temps discret pour que quand on déconnecte, eh bien, il ne nous ramène pas sans cesse au travail. Donc c'est ça la valeur ajoutée du bureau avant tout, un endroit qui est fait pour le travail et les activités qui s'y déroulent. Et puis après, donc vous mentionnez le healthy building. Donc ça, c'est tout simplement, on s'est rendu compte à quel point nos environnements intérieurs avaient un impact sur notre santé. Il faut savoir qu'on passe dans les civilisations occidentales 71 ans à l'intérieur, voilà, entre l'école, on est à l'intérieur, la fac, le magasin, le bureau. Et donc la qualité de l'air, l'humidité dans l'air, le confort lumineux, l'acoustique, voilà ce que va émettre comme composant volatile le mobilier, tout ça, des choses qui se mesurent, en fait, qui se pilotent, va participer à nous faire un bureau bon pour la santé. Dans tous les cas, d'ailleurs, j'y viens, mais c'est la question du mouvement. On était habitué à métro, boulot, dodo. Et dans métro, il y avait quand même un peu de marche, il y avait évidemment du vélo, il y avait de la voiture, on garait, enfin on bougeait. Et puis ensuite, on bougeait dans l'entreprise, plus ou moins, mais on bougeait et on marchait. Là, le bureau désirable, s'il s'agit de rendre désirable un espace où on reste toute la journée parce qu'on est chez soi, où on reste toute la journée parce qu'on est au bureau et qu'on ne bouge plus, ça c'est un autre problème de santé, Nathanaël, non ? Est-ce qu'un bureau désirable, c'est pas aujourd'hui un bureau qui vous fait bouger et pédaler un peu ? Alors,
moi, c'est clair qu'en tant que nomade, je serai toujours le premier à vous dire qu'en effet, un bureau qui est désirable, c'est un bureau qui vous fait vivre, qui vous fait bouger, qui vous permet justement d'être au bon endroit, au bon moment, en fonction du bon usage. Donc c'est une forme de liberté. Pour moi, c'est vraiment le sujet. Et pendant trop longtemps, on l'a subi, ce bureau. On était obligé d'aller au bureau, comme on va dans une cathédrale ou une église tous les week-ends. Là, c'était toutes les semaines. On était obligé de rester chez soi pendant 2 ans. Donc on a subi. Aujourd'hui, on veut choisir. On veut cette liberté dans le choix du lieu de travail. On veut avoir la capacité de dire « je veux être à tel endroit, à tel moment ». Et aujourd'hui, force est de constater qu'il y a des salariés, on l'a vu récemment avec Apple, qui imposaient aux gens de revenir au bureau 3 jours par semaine. Les salariés préfèrent démissionner. En tout cas, certains préfèrent démissionner. Donc, il va falloir qu'on arrive maintenant à trouver le bon équilibre dans les entreprises entre cette liberté qui est choisie au niveau individuel et puis faire fonctionner tout ça. Ouais, donc derrière le bureau désirable, il y a quand même le job désirable. Parce que si tout le monde se carapate, je ne sais pas avec qui on va travailler et avec qui on va faire des jolis bureaux et des bureaux agréables à travailler et surtout bons pour la santé. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, et là je vous pose la question à tous les trois, de rendre le bureau, de le faire ressembler à une espèce d'hôpital de jour où on va manger léger, où on va surtout pas trop se forcer, on va éloigner tout ce qui est toxique, on va rentrer sur la pointe des pieds parce qu'il y a trop de bruit, donc on va plus rigoler. Ça va ressembler à des pharmacies et des hôpitaux. Les bureaux, si on est trop centré sur l'hygiène, sur la santé, il y a un risque comme ça d'hygiénisme, Loïc. La meilleure des garanties, c'est que à partir du moment où on a levé certaines restrictions sanitaires, les salariés ont été les premiers à retrouver la convivialité qui était la marque des bureaux avant. Et donc pour moi, le risque n'existe pas. Au contraire, les salariés étaient vraiment demandeurs d'interaction sociale et le bureau, c'est le lieu de l'interaction sociale. Pour vous, Loïc, c'est quoi un healthy building, puisque on a commencé à en parler avec Camille, healthy? C'est effectivement un bureau où on ne fait pas que de la sédentarité, donc c'est le lieu des échanges et c'est si possible, c'est un lieu où on vous propose de faire un peu de sport, on a équipé nos bureaux d'une salle de sport. Je ne suis pas sûr que le taux d'utilisation soit maximal, mais néanmoins l'entreprise donne cette possibilité aux salariés. Est-ce que vous parliez aussi de tables surélevées? Ça aussi, ça fait partie des possibilités qu'on a. Moi, je sais qu'à mon bureau, si j'ai envie de bosser debout et d'être un peu moins assis, c'est pas possible, quoi. Ça n'existe pas, c'est pas prévu. J'ai un super siège, ça, pour rester le cul sur ma chaise, il n'y a pas de problème. Mais si on veut m'inciter, si j'avais envie de faire du mouvement, il faudrait que je le fasse moi-même, quoi. Moi, il faudrait peut-être revenir sur cette notion de mouvement et aussi de mobilité. Donc, il y a 2 choses là-dedans. C'est qu'en effet, avec le télétravail, aujourd'hui, il y a un certain nombre de docteurs qui tirent la sonnette d'alarme sur les risques cardiovasculaires, la sédentarité qui est accrue. Donc, en effet, bouger quand on vient au bureau, bouger au bureau, soit parce qu'on va faire une pratique sportive qui est proposée sur place, soit tout simplement parce que l'espace de travail lui-même vous invite à jongler entre différents espaces en fonction de vos activités est favorable. Et si vous discutez avec un ostéopathe, il vous dira la meilleure posture, c'est le mouvement. C'est pas grave de rester avachi dans un fauteuil comme ça tant que ça dure pas longtemps. Ce qu'il faut, c'est changer. Et je terminerai en disant que la mobilité qui est à la racine en fait de ces nouveaux aménagements où justement on nous invite à bouger en fonction de nos activités, est-ce qu'on a besoin de se concentrer, de passer un coup de fil ou d'interagir, c'est pas quelque chose qui est évident. On sait, les études montrent que il y a toujours à peu près 1/3 des salariés qui restent, eux, un peu collés à leur position. Et donc, s'appelle l'inertie, en fait. C'est l'inertie. C'est la force des habitudes, sans doute aussi. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que du coup, ils subissent une expérience un peu dégradée du bureau. D'où le fait d'accompagner et d'inciter à bouger. On va faire des travaux pratiques. On est dans un studio qui est notre espace de travail aujourd'hui. Je voudrais que vous portiez un regard sur une chose positive ou négative dans le studio qui vous tape à l'œil en fonction de ce sujet. Qu'est-ce que c'est qu'un espace de travail bon pour la santé? Nathanaël, qu'est-ce qui vous paraît dans cet agencement, que ce soit les sièges, la couleur, la lumière, plutôt pas mauvais pour la santé? Juste laissez-en pour les autres, mais alors, juste une remarque. Moi, je vais le faire à l'envers. C'est qu'on est dans un studio, donc forcément, il n'y a pas de lumière naturelle. Et donc, forcément, c'est la chose qui va me manquer, moi, à titre personnel. Il vous manque une fenêtre ouverte sur le ciel. Très intéressant. Loïc,
Écoutez, on est bien installé, on respecte à peu près les gestes barrières. Ouais. Pour moi, effectivement, globalement, et c'est de toute façon, on est dans une situation transitoire. On est là pour rester une demi-heure. Tout Donc, est transitoire aujourd'hui. Oui, mais Donc vous, les canapés vous plaisent. Quoi. oui, pour rester une demi-heure, c'est parfait. Pour rester une demi-heure, c'est une bonne salle d'attente. Ouais. Et vous, Camille? Oui, on est dans un espace qui est contraint par l'activité, donc parfois aussi l'activité contraint l'espace. On peut noter l'effort de végétalisation qui a C'est été des vraies, fait. hein. Elles ont l'air fausses, mais et elles sont qui vraies. est une demande aujourd'hui. Voilà, on parle de design biophilique. Je vous apprends encore un mot. C'est le design qui tient compte justement de la présence de la nature, que ce soit des plantes ou des matériaux naturels ou tout simplement du bois, là. des espaces extérieurs. Voilà, donc on peut saluer cet effort de la part de nos hôtes aujourd'hui. Merci à Malakoff Humanis pour ce joli studio. Vous m'avez promis en préparant l'émission que vous viendriez avec un exemple qui vous a bluffé. Alors cet exemple, ça peut être une entreprise, ça peut être une bonne pratique, mais lié à la santé des salariés au travail. Nathanaël, qu'est-ce qui a retenu votre attention ces derniers mois, ces dernières semaines, en matière de bonnes pratiques d'aménagement de bureaux et de santé des salariés et de bien-être? Moi, j'ai l'exemple, alors ça va être le côté nantais, j'ai l'exemple d'Accenture à Nantes, dans ses bureaux, dans le bureau qui rassemble près de 700 personnes maintenant, des développeurs, qui a fait énormément d'évolutions depuis 3 ans maintenant pour créer énormément de nouveaux usages, des espaces de travail collaboratifs, des work cafés, qui ont recréé des espaces de travail sur les terrasses, qui ont créé aussi des espaces calmes de type bibliothèque. Donc ils ont vraiment travaillé beaucoup sur les nouveaux usages. Ils ont aussi rajouté un Fab Lab, un espace de création et de bricolage. On réapprend à bricoler dans voilà. l'entreprise. C'est pas mal de monter une ampoule pour ceux qui ne savent pas. Exactement, mais c'est surtout que c'était aussi en écho à des attentes des salariés, puisque ça a été fait avec les salariés et que ça a représenté finalement l'espace dont ils avaient besoin. Et surtout, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que depuis maintenant 1 an, ils ont décidé d'ouvrir le recrutement à l'extérieur au 100% télétravail, parce que justement sur le bassin d'Inté, il y a beaucoup de startups, c'est de plus en plus dur de recruter, et donc ils ont décidé, malgré ce bureau qui était très très bien pensé, d'aller chercher des travailleurs hors de ce bassin d'emploi, et donc de vraiment penser le bureau qui s'ouvrait. Et là aussi, donc ils accueillent des gens qui ne sont pas chez Accenture. Il y a des personnes qui sont il y a des personnes qui sont à 100% en télétravail à l'autre bout de la France et qui vont dans des espaces exactement. de coworking. Donc ils ont décidé de faire ces deux choses et finalement de laisser la possibilité aux personnes qui venaient au bureau aussi de passer en 100% télétravail pour celles qui souhaitaient. Donc il y a vraiment cette logique d'accompagner ce que veulent les collaborateurs et aussi de réfléchir à quelle qualité de vie au travail je propose à mes salariés. Donc le coup de cœur, si j'ose dire, de Nathanaël, c'est les locaux d'Accenture à Nantes avec une possibilité de les laisser tomber pour aller dans le coworking. Donc c'est vraiment Accenture si je veux. En télétravail, oui. Loïc, votre dernier coup de cœur ou ce qui vous a bluffé en matière d'aménagement d'espace et de santé au travail? Alors c'est les locaux d'une société qui s'appelle APSI, qui est en région lyonnaise, qui est un aménageur de bureaux, donc qui est un cordonnier très bien chaussé, pour reprendre le début de notre entretien. Ce sont eux d'ailleurs qui nous ont inspirés, et ce sont eux qui ont conçu les locaux de la Fédération Eben. La première fois que je suis entré chez eux, j'ai été frappé effectivement. Vous entrez dans un hall où vous avez un arbre au milieu et c'est l'arbre connecté. Et l'arbre connecté, c'est le lieu des échanges dans l'entreprise. C'est le lieu où les gens se retrouvent. Mais c'est un vrai arbre. C'est un vrai arbre. Et c'est un grand arbre. Et effectivement, alors il a la particularité aussi d'avoir de nombreuses prises pour pouvoir recharger votre ordinateur, pas l'arbre lui-même, autour de l'arbre. Et c'est le lieu des échanges dans l'entreprise. Et alors APSI a adopté les usages actuels du bureau, le flex office. Il y a chez APSI, quand vous entrez, l'univers de la maison est partout. À l'occasion du télétravail, l'univers du bureau est entré à la maison. Et là, à l'évidence, l'univers de la maison est entré au bureau, c'est-à-dire qu'il y a un effort de décoration qui est évident. Est-ce qu'il y a un bidet? Il y a un bidet ou pas? J'ai pas vu de bidet. J'ai pas vu de bidet. Cela dit, vous avez des habitations où il n'y en a plus non plus. D'accord. Ouais. Ça peut arriver. Non, j'ai pris l'exemple extrême. Hein. mais par contre, vous avez une salle de sieste, par exemple. Ah ouais. Pas de salle de bain. Vous ne pouvez pas recevoir ses clients dans son bain. Vous avez une grande table d'hôte. Ce qui fait que quand vous intégrez le 65e collaborateur, dès la première semaine, il va connaître les 64 autres, puisque les gens déjeunent autour de la table d'hôte. Voilà. Et donc, de nombreux espaces ont été pensés, en effet, pour le confort et la santé au travail. Bon, pour Loïc, c'est l'arbre de la société APSI, arbre qui cache une forêt d'innovation dans les locaux d'APSI, qui est spécialisé dans ces aménagements. Camille,
Qu'est-ce qui vous a bluffé? Parce que vous avez un point de vue imprenable, c'est votre métier aussi, de regarder ce que font les autres, de les conseiller. Alors, quelle pratique ou quelle boîte vous a séduite? Ouais. Et alors moi, comme je me doutais que mes collègues allaient citer des bureaux super, j'ai souhaité porter à votre connaissance un cas un peu différent. C'est le centre d'accélération digitale à Paris, c'est pas très loin. C'est en fait le centre de formation qui a été pensé comme un centre de formation du futur de l'écosystème Salesforce, donc on est dans le lieu du digital. Et pourquoi ce lieu m'a bluffé? C'est parce que vous savez, comme moi, que l'enjeu de formation, de développer des cultures apprenantes dans les entreprises, c'est vraiment un enjeu clé pour les prochaines années. Et eux ont vraiment pensé dans les moindres détails le centre de formation comme un lieu de vie. C'est un endroit qui a été pensé nativement comme hybride, donc pour pouvoir faire tous les formats dispensés sur place en hybride. C'est un endroit aussi, et moi c'est ce qui m'a vraiment impressionné, qui a soigné dans ses moindres détails le lieu comme quelque chose d'inclusif. Par exemple, et je sais que ça vous plaira David, ils ont nommé toutes les salles en référence à des femmes qui ont marqué l'histoire. Ah mon Dieu, quel progrès! Ils ont travaillé avec tous leurs fournisseurs qui emploient par exemple des personnels en insertion. Ils ont mis une magnifique fresque colorée dans leurs escaliers pour inciter plutôt les gens à prendre l'escalier que les ascenseurs. Enfin, voilà, plein de petits détails pour créer un environnement à la fois inclusif et bon pour la santé. Et je pense que ça aussi, ça crée un climat de sécurité psychologique qui est important pour les salariés. Donc, pour Camille, c'est l'immeuble formation de Salesforce. Il est où à Paris? Dans quel arrondissement? Il n'est pas loin, il est à côté de Saint-Lazare. Il est à côté de Saint-Lazare. Très bien. Bon, nous allons continuer cette émission à explorer deux notions. On les a effleurées comme ça. Le coworking, le flex office, quel impact sur la santé? On en parle tout de suite avec mes trois invités. Alors on va se poser la question, flex office, coworking, est-ce que tout cela contient des façons de travailler qui sont bénéfiques, qui éliminent le burn-out, qui éliminent la dépression, qui éliminent le bore-out, qui éliminent peut-être le stress? On va voir ça, je vous donne un chiffre quand même, un chiffre Ipsos, 51% des Français estiment que le bureau doit être avant tout, pardon, pas Ipsos, IFOP, un chiffre IFOP, 51% des Français estiment que le bureau doit être avant tout un lieu d'échange, de convivialité et de travail collaboratif. Nathanaël, pourquoi le coworking serait-il bon pour la santé? En quoi l'est-il? En quoi l'est-il? Le coworking déjà permet finalement, comme je le disais tout à l'heure, de rassembler un peu le meilleur des deux mondes, puisque finalement on va retrouver le côté social, les interactions qu'on peut avoir au bureau et qui parfois nous manquent quand on est à domicile, et en même temps on a cette proximité par rapport à son domicile. Et donc on va limiter ce problème de sédentarité, on va aussi limiter ces problèmes de déplacement. Donc finalement le coworking répond déjà par son côté tiers-lieu, finalement, à ces deux enjeux. Il y a un guide Michelin des bons espaces de coworking avec, pas des fourchettes ou des tocs, mais des étoiles. Oui, il s'appelle Néonomade, je le connais plutôt bien. Mais en effet, nous, notre sujet, c'est de les réfoncer parce qu'on oublie quand même que le coworking, il y a 10 ans, il n'y en avait quasiment pas. Aujourd'hui, il y en a presque 2000 en France, de toutes formes. Il y en a qui sont plus sociaux. Il y en a qui rappellent les bureaux, qui parfois même dépassent en qualité certains bureaux, qui ont un niveau d'aménagement et d'animation qui fait que certaines entreprises... J'ai envie de vous dire encore heureux que ce soit mieux qu'au bureau, non? Oui, le coworking doit être à la pointe sur ces questions-là. Il est clairement en pointe sur plein de questions et il y a beaucoup d'entreprises qui décident même de laisser des opérateurs gérer leur bureau maintenant. Mais ce que je voulais dire, c'est que sur l'aspect social, et c'est pour moi le cœur du coworking, et qu'on a oublié parfois, la culture coworking, c'est pas juste partager des espaces. C'est vraiment mettre un soin particulier à créer des communautés de travail, à booster les interactions sociales. Et il y a évidemment dans tous les coworking qui sont communautaires des personnes qui sont là pour juste créer cette interaction. Et ça, c'est très important d'un point de vue santé, d'un point de vue moral aussi, parce que la première fois que j'ai entendu parler de coworking, Nathanaël, c'était des espaces de coworking pour les gens qui cherchaient du boulot ou des créateurs d'entreprises. Et en fait, pour qu'ils se sentent moins seuls, quand ils avaient un coup de mou, parce qu'ils avaient ce qu'on appelle le soutien social, ils étaient entourés et psychologiquement, ça faisait du bien.
Oui, vous voulez compléter. Non, justement, rebondir juste là-dessus, c'est que pendant juste à la fin du confinement, nous, on travaille avec la région Île-de-France qui utilise notre pass coworking et très rapidement, ils ont proposé, parce qu'il y avait des salariés qui ne se sentaient pas bien chez eux, de tout de suite accélérer l'accès à ces coworking, justement pour ces raisons de morale et pour des raisons psychosociales. Donc c'est vraiment, je pense, un des vrais gros plus du coworking et la source d'inspiration que ça peut être pour les bureaux et les entreprises de demain aussi. Camille, vous, le coworking, vous êtes sceptique ? Non, pas du tout sceptique. En revanche, je pense que le public de télétravailleurs en coworking amène les coworking à se poser des questions sur notamment l'évolution de leur aménagement, puisque c'est un public qui, à l'inverse des publics naturels qui étaient les créateurs d'entreprises, les indépendants, va aujourd'hui être en demande d'endroits peut-être à l'écart un peu de l'open space pour passer leur coup de fil, pour faire leur visio. Une très forte augmentation de ces pratiques-là depuis la pandémie. Et donc, les tiers-lieux doivent répondre à ce besoin-là. Moi, je peux vous citer un exemple d'entreprise que j'ai interviewé, un média d'ailleurs, qui a, dans les Hauts-de-France, qui a laissé tomber ses bureaux pour s'installer parmi les coworkers dans un open space partagé. Les salariés sont déroutés de se demander mais où est-ce que je vais passer mon appel, de devoir peut-être s'asseoir dans un coin. Tout ça, c'est des situations qui existent. Et donc, complètement d'accord avec ce que dit Nathanaël, mais aujourd'hui, les coworking doivent aussi peut-être se réinventer pour répondre à ces besoins-là. Le flex office, risque ou bénéfice pour la santé au travail, qu'est-ce que vous en pensez, Loïc ? La réponse, c'est tout dépend. Tout dépend d'abord de la situation des salariés. Si vous avez des salariés qui sont sédentaires et qui sont tous les jours au bureau, flex office, aucun bénéfice, de mon point de vue. Si à l'inverse, vous avez des gens qui sont nomades et que ça permet d'agencer les espaces de travail pour plus de convivialité et plus de contacts, d'échanges, à l'inverse, il peut y avoir un bénéfice, effectivement. Donc, vraiment, tout dépend du contexte. Il faut pas considérer le flex office comme étant une mode. Il ne faut pas vouloir l'adopter à tout prix. Dans certains cas, il est très adapté. Dans d'autres cas, il est à éviter. Les précurseurs de ça, c'était Accenture. Mais parce qu'Accenture avait des consultants qui étaient un petit peu partout. Donc, ils ont été très critiqués au départ. Ils ont été critiqués au départ. Et finalement, ça a été adopté. Et ils l'ont même diffusé ensuite dans les entreprises dans lesquelles ils intervenaient. Et il y a des cas où effectivement c'est à l'évidence bénéfique à la fois pour la santé au travail et pour le bien-être des salariés. Camille, il y a eu une mode du flex office, c'est revenu très souvent parce qu'il y avait la flexibilité de l'emploi, donc pourquoi pas la flexibilité du bureau. Vous dites attention, fausse piste. Moi, je vais rebondir sur votre question, David, pour dire qu'il faut la flexi-sécurité du bureau. Oui, mais ça, c'est un autre sujet. Je vous parle en termes de santé. Non, justement. Parce qu'en fait, qu'est-ce que vient challenger le flex office qui, on va peut-être le rappeler, consiste en mutualiser les bureaux, on appelle les positions de travail dans le jargon du flex office, et donc diminuer le nombre de positions de travail par rapport au nombre d'effectifs. Et qu'est-ce que ça vient questionner ça ? C'est une notion très importante quand on parle de santé au travail, qui est la sécurité psychologique. Et ça, c'est légitime en fait, de se dire je vais perdre mes repères, où est-ce que je vais m'asseoir, suis-je sûre de trouver une place, et donc c'est ces sujets-là que le flex office vient questionner. Bien sûr, il y a des réponses à cela, comme installer des zones d'équipe qui vont servir comme un ancrage, un port d'attache, et vont permettre aux salariés de se constituer des routines qui sont très structurantes dans les journées de travail. Aussi, on va personnaliser ces zones pour rendre ça plus chaleureux, plus incarné. Et puis surtout, on va se poser la question du juste ratio de partage, c'est-à-dire jusqu'où on va mettre en tension en fait l'offre de positions de travail, puisque bien sûr, si vous allez trop loin, si vous êtes trop ambitieux, le risque, c'est comme chercher à Paris une place de parking. En fait, les salariés vont passer du temps à chercher une place, à se demander où à s'installer, et ça crée un surstress, puisqu'il ne faut pas rappeler que les salariés, ils ont avant tout du travail à faire, et que l'environnement de travail doit être facilitant par rapport à ça, et non pas venir apporter des irritants en plus. Camille, je vais vous donner le mot de la fin parce que vous dites on ne peut pas réussir un aménagement de travail bon pour les salariés et leur santé, que ce soit leur santé physique et psychologique, sans les consulter. C'est pas complètement la mode, même si autrefois, quand on repeignait les toilettes, alors on passait dans les couloirs, vous préférez un beigeasse ou un beige ? Vous préférez un marronasse ou un vert pâle pourri ? Grosso modo, on avait le sentiment d'avoir fait un travail ergonomique énorme.
ça a un peu changé, mais globalement, enfin, moi, j'ai pas le sentiment d'avoir été consulté sur la couleur ou la qualité des canapés, ni la hauteur des sièges. Vous pourrez donner à votre employeur nos coordonnées. Ouais. Non, je crois que les entreprises de plus en plus cherchent à impliquer leurs salariés. Alors pas toutes, et c'est un combat qu'il faut porter. Ce qu'il faut voir, c'est que les réaménagements de bureaux sont de formidables opportunités, justement, de discuter collectivement du travail, de créer des espaces d'échange où on va faire que des salariés qui ne se côtoient pas forcément au quotidien vont parler ensemble de ce qui est bon pour eux, ce qu'ils veulent voir pour leurs conditions de travail. Donc oui, je pense que c'est un incontournable aujourd'hui d'un projet d'aménagement réussi. C'est une question de Clémence qui nous a écrit via le live que vous regardez en ce moment, et c'est bientôt la fin, mais elle nous dit, mais est-ce que les salariés sont associés? Il y a des méthodes pour associer les salariés pour que ça parte dans tous les sens. Moi, je veux venir avec mon chien, moi, je veux venir avec mon propre lit, moi, j'amène mon bain de pied bouillonnant, je viens avec mon propre réchaud à gaz pour me cuisiner mes saucisses. C'est pas possible. C'est vrai que je dois Il faut une méthode. Vous seriez assez ingérable en atelier David avec toutes vos idées, mais les salariés sont plus raisonnables. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut mettre en place une démarche à la fois authentique, où on va vraiment écouter, sinon ce serait décevant, mais aussi ordonnée, pour que ce soit vraiment constructif pour le projet. Et donc on part d'un cadre, et puis ensuite on laisse ce cadre ouvert à la discussion. Mais il ne faut pas oublier que c'est les salariés qui eux-mêmes sont les experts de leur propre travail, et donc il faut les écouter pour concevoir le meilleur environnement pour eux. Ce sera le mot de la fin, Camille. Merci à vous. Merci Loïc, merci Nathanaël. Vous pouvez évidemment revoir cette émission en vidéo. Vous pouvez aussi l'évaluer, la critiquer, laisser des commentaires sous l'émission ou répondre au questionnaire qui vous sera proposé ou qui vous est proposé immédiatement par Malakoff Humanis pour évaluer l'émission, évaluer la qualité du décor, la pureté de l'eau minérale, la qualité des matériaux, évaluer la pureté du lierre qui est ici et évidemment la qualité des intervenants car ils n'y échapperont pas. Je vous donne rendez-vous le 21 juin prochain pour parler de management et de santé au travail. Alors on sait à peu près ce que c'est qu'un manager toxique. On cherche le manager bon pour la santé psychique et pourquoi pas pour la santé physique. À bientôt et merci à vous.